l'invitation. Nous poursuivons nos travaux donc aujourd'hui avec l'audition de M. Vincent Dussart, professeur de droit public, Université Toulouse-Capitole, co-directeur de l'Institut Maurice Horiou, M. Bertrand Faure, professeur à l'Université de Nantes et auteur d'un manuel de droit des collectivités territoriales bien connu des étudiants, M. Éric Oliva, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et membre du groupe d'études et de recherche sur la justice constitutionnelle. Tout ça est juste. Voilà. Alors, messieurs, dames, le Sénat a donc décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement des services publics de proximité, ainsi que de la transition écologique, qui est au cœur aujourd'hui des transitions en ce qui concerne les collectivités. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Vous avez peut-être déjà été entendu par des commissions d'enquête au Sénat. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie par ailleurs de nous faire... Ah oui, voilà. Alors déjà, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Vincent Dussart, je vous laisse... Je le jure. Voilà. M. Bertrand Faure et M. Éric Oliva. Je le jure, pardon. Merci bien. Alors, bien évidemment, nous vous remercions aussi par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt qui pourraient exister. Nous sommes en devoir de vous le demander. Messieurs, nous allons donc vous donner la parole pour une courte introduction, comme on a l'habitude de procéder. Je vous demande de ne pas dépasser 15 minutes avant que le rapporteur, mon collègue Thomas Dossus, et les membres de la commission d'enquête, s'ils arrivent, vous poseront des questions. Voilà. Avant cela, je laisse la parole donc à notre collègue Thomas Dossus pour qu'il vous présente les axes de travail donc, de cette commission d'enquête que nous avons déjà démarrée depuis quelques semaines. Merci Madame la Présidente. Oui, merci messieurs de nous avoir répondu à notre invitation. Effectivement, on a lancé cette commission d'enquête autour de la libre administration des collectivités territoriales, qui est, on va dire, un des cœurs du métier du Sénat, mais qui est arrivé dans ce temps suite à un certain nombre de tensions entre les collectivités locales et l'État, liées à la suppression d'un certain nombre de leviers fiscaux pour les collectivités, qui a tendu toutes les discussions budgétaires ces dernières années, et avec un niveau assez élevé de tension au dernier projet de loi de finances. Et donc, on voit bien qu'il y a à la fois des collectivités qui ne s'y retrouvent plus en termes de libre administration, et puis des injonctions et même des besoins d'investissement qui sont démultipliés, notamment par les impacts du dérèglement climatique. Et à travers ces auditions, on questionne cette libre administration des collectivités. C'est en cela que votre expertise en droit nous est utile, et on a déjà auditionné d'autres spécialistes et professeurs, et on aimerait avoir votre point de vue sur la question, sur les différentes réformes constitutionnelles qui ont eu lieu, les décisions aussi du Conseil constitutionnel qui ont été rendues. Et puis, donc vous avez reçu un questionnaire, donc je vais vous laisser chacun parler, voilà, une dizaine, si vous arrivez pendant 10 minutes, jusqu'à 15, mais pas beaucoup plus, pour qu'on puisse ensuite échanger pour la suite, pour qu'on puisse enrichir notre rapport. Je vous remercie. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, merci d'abord pour votre invitation, qui honore évidemment l'universitaire que je suis. Alors, en termes d'intérêt, je dois simplement vous préciser que je suis élu local, et donc je suis premier adjoint d'une commune de 7000 habitants du nord toulousain, et également conseiller communautaire dans une communauté de communes de 27 000 habitants. Voilà, donc je ne sais pas si ça rentre dans la définition des intérêts, mais j'ai un intérêt effectivement à l'étude de l'autonomie financière, effectivement, vue d'un côté pratique. Ça m'a d'ailleurs permis de
de donner une vision pratique à la vision théorique que j'avais déjà depuis très longtemps. Alors, effectivement, donc la question, c'est une question redondante, celle d'abord de la libre administration, vue sous l'angle financier, donc sous l'angle de l'autonomie financière. On se faisait la réflexion dans le couloir qu'on en parle tout le temps, on n'arrête pas, nous, d'en parler, effectivement. Vous en parlez, il y a des rapports de la Cour des comptes, du Sénat, de l'Assemblée nationale, des missions flash, enfin, c'est vraiment... Il y a une littérature surabondante, et on a l'impression, par contre, que les problèmes, eux, restent finalement très, très importants. Alors, effectivement, rappeler, effectivement, que quand on parle d'autonomie financière, et je ne reviendrai pas sur l'intégralité de ce qu'ont pu dire mes collègues, j'ai regardé évidemment les vidéos, et donc je vais faire en sorte de ne pas tout redire, peut-être d'ajouter des points sur lesquels on pourra ensuite distinguer. Alors, contexte, effectivement, alors c'est vrai qu'on fixe souvent la question de l'autonomie financière et des difficultés notamment relatives à l'autonomie fiscale, à compter de la réforme de la taxe professionnelle. Je la fais remonter, moi, un peu plus tôt, effectivement. Pour moi, il y a déjà des choses quant à la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, qui avait déjà été un avertisseur, puisque cette réforme était due, non pas forcément à la réforme de l'impôt local, mais aussi à la volonté de réduire l'imposition des Français, puisque c'était à l'époque... pas très loin de l'élection présidentielle, et on avait voulu faire ça. Et donc, c'est les régions qui avaient, j'allais dire, subi la première, finalement, diminution importante de leur fiscalité. Bon, après, tout s'est enchaîné. On a eu la suppression de la part salariale étendue sur plusieurs années, puis la réforme de 2010, que j'ai pu appeler aussi la mère de toutes les réformes actuellement, effectivement, puisque c'est vraiment l'idée... voilà. Alors... Je travaille depuis longtemps, à titre scientifique, si je puis dire, sur l'autonomie financière et sur la notion même d'autonomie financière, puisque j'ai eu le bonheur, je dirais, de diriger une thèse et de la faire soutenir, d'ailleurs, sur l'autonomie financière des autorités administratives indépendantes, des collectivités territoriales, des EPCI, plus récemment. Et moi-même, j'ai soutenu une thèse sur l'autonomie financière des pouvoirs publics constitutionnels, dont le Sénat, au passage. Donc, j'ai une vision peut-être un peu particulière et peut-être un peu différente de celle de mes collègues, c'est que j'ai travaillé sur la notion même, en réalité, et qui est très variable selon les institutions auxquelles on a affaire. Pour revenir à l'objet de notre étude, effectivement, je vous propose 3 points très rapides. C'est d'abord de montrer qu'à mon sens, il y a un délitement de la perception conceptuelle de l'autonomie financière locale, pour un problème de définition, effectivement, parce qu'on est dans une difficulté toujours à définir ce qu'est l'autonomie financière. J'avais retrouvé une vieille thèse de 1971 sur l'autonomie financière en droit public, où l'auteur avait eu cette phrase, je trouve, assez magique, « L'autonomie financière se mesure plus qu'elle ne se définit, en réalité ». Et c'est bien ça, la problématique. C'est bien ça. Et donc... à mon sens, il y a plusieurs éléments qui peuvent constituer la notion même d'autonomie financière. Bon, ça vient du grec, autonomos, faire sa propre loi, c'est pas inintéressant de le rappeler. Il y a une dimension autonomie normative, mais qui n'existe pas, évidemment. Les collectivités territoriales ne font pas leur propre loi, effectivement, nous ne sommes pas dans un État fédéral, donc ça, c'est facilement réglé, en quelque sorte. Et puis, une deuxième autonomie, qui est l'autonomie en matière de dépenses. Alors, qui est souvent plus sous-estimé, même si on sent un changement, d'ailleurs, je pense notamment à la Cour des comptes, qui, dans son rapport sur les finances locales 2023, a commencé à faire émerger la question des dépenses de manière plus importante qu'elle ne l'était jusque-là, finalement. On rappellera que dans la réforme constitutionnelle de 2003, ni dans la loi organique relative à l'autonomie financière, il n'est question, finalement, des dépenses obligatoires, par exemple. Rien. Pourtant, il y avait une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1990 qui disait, attention, la libre administration peut être atteinte par un excès de dépenses obligatoires. Bon, rien dans la loi FCT, rien presque dans la révision constitutionnelle. Bon, et l'aspect dépenses, à mon sens, a toujours été largement sous-estimé. Je pense que c'est une difficulté et qu'on va retrouver d'ailleurs, parce que l'aspect transition écologique, finalement, c'est d'abord peut-être... pour discuter une question de dépenses aussi, et d'investissement,
peut-être aussi de fonctionnement, Oui, de oui, plus en plus, bien de sûr, plus en bien plus, sûr. mais d'investissement Ouais. principalement. Et on le retrouve au niveau des dépenses obligatoires des départements. Exactement, exactement. Alors, l'autonomie en matière de ressources, alors, je ne vais pas refaire tout ce que vous avez, je crois, déjà entendu sur cette question, avec effectivement eh bien, une difficulté, puisque la révision constitutionnelle de 2003 a effectivement, dans son alinéa 72.2, alinéa 1, donné entière, enfin, non pas entière liberté de dépenser, dans le cadre, sous les réserves de la loi, ce qui veut tout dire, puisque effectivement, bon. En précisant une chose aussi, qu'il faut que l'essentiel des projets de loi en matière financière, enfin le monopole appartient à l'État. Et ça, on ne le rappelle jamais assez aussi. C'est-à-dire que vous, parlementaires, vous êtes finalement, là aussi, face à des projets de loi, avec tous les mécanismes de l'article 40 qui bloquent effectivement, j'allais dire, les possibilités de faire d'autres choses que ce qui est prévu par le gouvernement. Alors, à mon sens, juste sur la loi sur l'autonomie financière, pour compléter un peu ce qu'avaient dit mes collègues aussi, il y a une chose qui m'apparaît, c'est cette façon de procéder. Alors, problème de définition, qu'est-ce que l'autonomie financière? Ce n'est pas une loi sur l'autonomie financière, c'est une loi sur l'autonomie en matière de ressources, en réalité, à mon sens, hein, évidemment, mes propos n'engagent que moi. Et qui souffre évidemment de problèmes structurels du fait de ces problèmes de définition et de problèmes conceptuels. Bon, c'est le deuxième point, on a une conception faussée de l'autonomie financière locale portée par la LOAFCT. Elle souffre de défauts, à mon avis, extrêmement importants. C'est par exemple le fait qu'on raisonne par catégorie de collectivité. Certes, on ne pouvait pas faire autrement. Mais on va comparer l'autonomie financière, finalement, d'une petite commune du fin fond des Pyrénées d'une vingtaine d'habitants avec Paris. Et on pourrait multiplier les exemples. On a un problème de différenciation financière, c'était évoqué dans les questions, hein, effectivement. Est-ce qu'on peut encore raisonner, c'est un de mes nouveaux chevaux de bataille, des sujets d'études sur lesquels je travaille actuellement, c'est est-ce qu'on peut encore parler des collectivités territoriales? Et je parle plutôt dans le bloc communal, évidemment, puisqu'on a une certaine homogénéité des régions, encore que. Mais au niveau des communes, c'est-à-dire que là, on a tout. Et le phénomène intercommunal, qui certes, on rattache. Bon, c'est tout. Mais on sait quand même qu'on tend vers la fiscalité professionnelle unique de manière assez définitive. De toute façon, à terme, il reste des communautés de communes, mais de moins en moins, qui ne sont pas en FPU. Donc, difficulté. Bon, les ratios, est-ce qu'on a besoin de rappeler que tout va bien? L'autonomie financière ne pose aucun problème, puisque en 2022, ce sont les derniers ratios disponibles. L'autonomie financière des communes, c'est 71,3, les départements 75,6, de quoi se plaint-on, et les régions de 73,6%, effectivement. Bon, on était parti beaucoup plus bas, je pense aux régions notamment, avec une petite erreur de calcul au départ en 2003, mais bon. Une chose qu'on n'a pas beaucoup remarqué, c'est qu'en 2004, c'est la seule fois où le ratio est repassé en dessous de 2003. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça partit de la loi FCT en 2004. En 2004, à 40,8% au lieu de 41,7%. Or, l'article 5 de la loi FCT prévoit toute une série de mesures, enfin, d'intervention de l'État. Qu'a fait l'État? Parce que normalement, il aurait dû intervenir. Il n'y a rien. Que pouvait-il faire? Demander aux collectivités d'augmenter les impôts pour augmenter la part, mais à qui? Puisqu'à partir du moment où on raisonne par catégorie de collectivité, on a un souci. Bon. Et ensuite, il y a une autre solution, mais celle-là, elle a été mise en pratique, mais pour d'autres raisons, c'est de baisser les dotations. Parce qu'évidemment, la baisse des dotations entraîne mécaniquement l'augmentation des ratios. Les 80 milliards, je crois évoqués par André Léniel récemment, de pertes de dotations sont quand même, ils jouent sur ces ratios. Donc, problème de ce point de vue. Voilà. Dernier point sur lequel je voudrais juste faire quelques remarques préalables, et pour que vous ne me reprochiez pas ce que je reproche à mes étudiants parfois, c'est-à-dire d'oublier une partie du sujet, c'est la transition écologique. J'ai tendance personnellement à penser que l'outil pour l'instant le plus efficace, ça évoluera peut-être, c'est l'orientation verte des transferts de l'État, ce qui a déjà commencé largement. Puisque désormais, que ce soit la DETR, que ce soit la DSIL, toutes sont maintenant avec une dimension c'est-à-dire dans l'attribution. On demande au préfet, effectivement, de valoriser
les projets verts. Fonds vert, on n'y revient pas, sauf qu'on l'a un peu atteint quand même avec les décrets d'annulation, puisqu'il a quand même perdu pas loin d'1 milliard, enfin plus d'1 milliard d'euros effectivement, et même sur 2 ans, si on raisonne de cette manière. Bon. Fiscalité verte, on a toujours du mal, hein, en effet. Moi j'enseigne le droit fiscal, j'ai longtemps dirigé un master de droit fiscal, c'est vrai que c'est encore le parent pauvre, on a encore du mal avec la fiscalité verte. Pourquoi? Parce que c'est le côté, effectivement, elle est soit punitive, soit elle encourage. Bon. Elle encourage, est-ce que ça marche? L'évaluation, il y en a, pas encore beaucoup, même si on a un budget vert de l'État. Bon, et puis la punition, on sait que ce n'est pas simple. Bon, on se rappellera de la TGAP. D'ailleurs, chose intéressante, en 2009, quand le gouvernement a supprimé la taxe professionnelle, dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est ce qui a été le plus commenté, c'était l'annulation de la TGAP, la sanction de la TGAP. Dans la doctrine, j'ai repris la doctrine, il y avait, finalement, c'est ça qui a fait le gros des commentaires de la décision du Conseil constitutionnel, pas la taxe professionnelle. C'est assez curieux. Bon, mais voilà. La charte de l'environnement pourrait servir de base, hein, on le sait, il y a les possibilités. Bon, on a bien tiré tout ce qu'on pouvait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, et les bases de la fiscalité environnementale, même au travers de la lecture de l'article 13. Donc on peut bien tirer tout ce qu'on veut, je pense, de la fiscalité environnementale. Voilà, voilà quelques remarques peut-être que je voulais faire à titre liminaire. Il y en aurait beaucoup, mais les universitaires, vous savez, aiment parler, donc je vais m'arrêter là. Voilà, merci. Monsieur Faure, à vous. Peut-être prendre un micro, je pense que celui-là, voilà, très bien. C'est pour la vidéo. Oui, c'est ça. Que je ne suis pas spécialiste de finances publiques. Je suis généraliste en droit des collectivités territoriales, donc vous excuserez mon propos, qui est moins pointu que celui de mes collègues, bien moins pointu, mais mon style est direct néanmoins. Voilà, alors je vais survoler l'ensemble des notes que j'ai pu prendre prenant connaissance du questionnaire qui nous avait été adressé. Est-ce que la protection constitutionnelle de l'autonomie locale est un rendez-vous manqué? Oui. Est-ce qu'il y a une recentralisation financière? Oui, à mon sens. Une perte d'autonomie fiscale? Manifestement. Y a-t-il rupture avec du lien démocratique avec les habitants? Et pas nécessairement. Pas forcément. Non, le lien démocratique, je peux m'en expliquer, il se fait avec l'État, pas avec les collectivités territoriales qui sont des personnes administratives. Êtes-vous d'accord pour recentraliser le débat sur la question des dépenses? Absolument oui. Et de remettre de l'ordre dans la maison du millefeuille territorial, avec des gains beaucoup plus considérables que de pressuriser le contribuable. Voilà, je ne sais pas sur quel point vous souhaitez que je m'exprime plus particulièrement. Hein, on va revenir et dans les questions, vous répondrez dans les questions qu'on posera. Et on va passer donc d'accord. À monsieur Éric. Bien, merci, monsieur Madame la Présidente, monsieur le rapporteur, donc, et autres membres de la Commission, pour s'intéresser aux travaux des universitaires, parce qu'on se sent parfois un petit peu isolé dans nos travaux, dans nos bureaux, dans nos écrits. C'est vrai moi je suis à la fois constitutionnaliste et financier, donc j'ai à la fois les dimensions peut-être qui correspondent à certains aspects, disons, du questionnaire qui nous a été posé. Comme Vincent, mon collègue le professeur Dussard, j'ai pu diriger des thèses sur une particulièrement intéressante qui a été primée d'ailleurs par le Sénat sur l'égalité entre collectivités territoriales en matière financière par David Dittier. Donc c'est un travail remarquable et depuis, qui a été quand même donné il y a une dizaine d'années environ. Donc la question de l'égalité intercollectivité se posait, à mon avis, de manière importante sur le plan financier. Donc j'essaierai d'être aussi très bref, peut-être pas aussi bref que mes collègues finalement, mais je vais essayer quand même. Donc je me souviens, quand j'étais étudiant, il se disait déjà, la décentralisation a été plus administrative que financière. Donc notre premier défaut, je pense, c'est de ne pas avoir abordé la dimension financière au moment de la décentralisation, même si,
Il y a, bien sûr, dans le Code général des collectivités issu de la loi de 82, des éléments, un budget autonome, des actes pleinement exécutoires. Bon, il y a donc une autonomie au moins juridique. Mais sur le plan des fonds financiers, dès le départ, je dirais, la décentralisation française est malade de cet aspect finalement financier, ce volet financier qui manque. Bon. Donc ça, c'est un constat. Donc pour remonter, alors évidemment, comment dire, à l'histoire assez rapide, hein, en quelques secondes, c'est que voilà, il y a eu quelques volets, et en 2003, je crois que la coupe était pleine. Donc on a révisé la Constitution afin de garantir aux collectivités territoriales, en faveur des collectivités territoriales, une autonomie financière. C'était les 2 rapports Jospin-Mercier qui avaient apporté un gros éclairage très important. Le rapport Mercier était quand même pratiquement un ouvrage sur la décentralisation, bon, une photographie très, très actuelle à l'époque. Et donc, on a révisé la Constitution en partant, et je rejoins ce qu'a dit mon collègue le professeur Vincent Dussart, sans doute en partant trop sur les recettes et en négligeant un petit peu les dépenses. Bon, moi, j'ai un ouvrage de finances publiques qui date un peu maintenant, mais dans l'autonomie financière, par réflexion, je suis arrivé à cette conclusion qui est peut-être banale, c'est qu'on ne peut parler une collectivité locale élue, hein, parce que ce n'est pas une décentralisation administrative, c'est une décentralisation politique que nous avons, et nous avons des élus issus du suffrage universel, direct ou indirect, selon évidemment exécutif ou pas. Bon, il me semble qu'une collectivité locale ne peut s'administrer librement que si elle peut librement décider de ses dépenses facultatives. Pour moi, c'est l'essentiel. Là, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. L'autonomie financière, c'est la liberté de choix des dépenses. Nous avons vu le cas des départements. Ils n'ont plus cette liberté, certains n'ont plus en tout cas cette liberté, écrasée de dépenses obligatoires. Donc quand je suis en cours et que j'explique l'autonomie financière, je fais un tableau, je fais le tableau des dépenses et des recettes, des dépenses obligatoires et facultatives, je monte le niveau des dépenses obligatoires et parfois même au-delà, puisque certaines ne peuvent même plus financer leurs dépenses obligatoires. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus d'autonomie financière. Donc je pense que ça, déjà, ça serait peut-être à prendre en considération. Je propose dans une petite réponse qu'on installe un cliquet ou un clapet, peu importe le mot, mais d'autonomie financière, c'est-à-dire qu'un seuil qui pourrait être de 5, de 10% de dépenses facultatives, il y a un mécanisme en fait de secours à la collectivité territoriale. Parce que si vous n'avez plus de choix, vous n'avez plus de politique. Si vous n'avez plus de politique, vous n'avez plus de décentralisation politique. Vous revenez dans des circonscriptions administratives dans le temps. Voilà, donc il me semble que le débat devrait aussi porter un peu sur les dépenses. Alors, bien entendu, si on va plus loin, l'autonomie financière, c'est définir un montant de recettes pour subvenir aux dépenses. Mais avec les dépenses obligatoires liées à l'environnement, pour répondre quand même un petit peu au sujet posé aujourd'hui, le montant de ces dépenses n'est pas forcément facile à estimer. Si vous ne maîtrisez pas vos dépenses, vous ne maîtrisez pas vos recettes, puisque vous êtes incapable d'indiquer le montant de vos recettes. Voilà, donc c'est ça, à mon avis, le noyau technique, en tout cas, du problème des finances locales aujourd'hui et de l'autonomie financière. Bon, voilà. Que faire? Bon, ben voilà, un clapet, un cliquet pour, par exemple, générer une sorte d'aide automatique de secours pour l'autonomie lorsqu'une collectivité n'est plus en mesure de ses choix, de financer ses choix. Avec des garde-fous, ça se discute bien sûr, ça se négocie, parce que certaines ont tendance à se déresponsabiliser en disant bon, on n'a plus de comment dire, on n'a plus le moyen de financer nos dépenses, mais nos dépenses elles ont peut-être un petit peu été pharaoniques, quoi. Bon, hein, ça, donc il faut des garde-fous. Donc ça c'est un premier point sur lequel je souhaitais peut-être éclairer la commission. Donc le bilan de la décentralisation ensuite et de la révision de 2003. Alors pour en revenir à cette révision de 2003, bien sûr qu'il est partagé parce que le Conseil constitutionnel n'a pas été un grand protecteur de l'autonomie financière. Hein, nous avons eu quand même une décision, surtout celle sur la taxe professionnelle de 2009, où, coup de pavé dans la mare, bon, on le savait un petit peu, on s'en doutait un peu, mais les collectivités territoriales, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui garantisse une autonomie fiscale en faveur des collectivités territoriales. Bon, donc, ce que le Conseil constitutionnel a fait, une révision constitutionnelle peut le défaire. Donc, il est aussi possible, mais là encore c'est discutable, c'est difficile à faire aussi, d'inscrire dans la Constitution la fameuse garantie manquante. Bon, donc ça, c'est aussi une solution possible, et de dire que les collectivités territoriales disposent d'une autonomie fiscale dans les conditions et réserves prévues par une loi organique. Pourquoi pas? Bon, à partir de là, nous pouvons arriver à une situation
assez particulière, c'est-à-dire à plusieurs situations. La maximale, mais je ne crois pas que franchement elle soit très intéressante vu les exemples étrangers, la maximale c'est de passer d'un État monolégislatif à un État plurilégislatif. Ça existe, l'Italie, l'Espagne à côté, nous en avons un petit cas en Nouvelle-Calédonie. On a des lois quand même en Calédonie et il y a un code général des impôts calédonien. Donc ça c'est une solution d'un État régional, disons-le carrément, on passe à une autre forme de république. Je ne suis pas certain qu'elle soit très bonne. Bon, enfin, personnellement, je ne suis pas forcément très attaché, mais bon, c'est possible, tout est possible. L'autre solution, et il me semble qu'il y a déjà les outils qui sont prêts dans l'article 72.2, alinéa 3 de la Constitution, c'est envoyer une loi organique, une sorte de loi organique relative à la fiscalité locale, en quelque sorte, un partage de la fiscalité entre l'État et les collectivités. Ça pourrait aussi s'envisager, et donc en redonnant aux collectivités, c'est pas les recettes, on l'a bien dit, c'est pas le problème du ratio d'autonomie financière qui est en cause, c'est le problème du dynamisme de la recette. Sur le plan des recettes, la question fondamentale est là, c'est comment une collectivité locale peut aujourd'hui définir le montant suffisant de recettes. Avec le taux, il n'y en a plus pour les régions, je crois, depuis 2011, sous votre contrôle. Bon, pour les communes, c'est encore les seuls qui ont un petit peu un pouvoir de taux. Les départements, on pourra parler des MTO, c'est ridicule. Bon, donc, il faut peut-être redonner aux collectivités territoriales des impôts qui permettent justement, qui leur permettent de retrouver un dynamisme pour leurs recettes. La réforme de 2003, elle a fonctionné sur le plan quantitatif. Bon, à cause du subterfuge des recettes ayant une base locale d'assiette, bon, qui sont des impôts d'État transférés, des dotations déguisées, quoi, disons-le clairement. Mais elle a fonctionné puisque les ratios sont plus importants. Bon, en revanche, qualitativement, les collectivités ont perdu. Et c'est, je pense, sur ce point qualitatif que la question se pose. Voilà. Une dernière remarque, et ensuite nous pouvons éclairer peut-être les débats. Il y a beaucoup de questions, évidemment, en cause. La fiscalité environnementale. Peut-on faire reposer l'autonomie financière sur de la fiscalité environnementale? Je ne le pense pas. Pour poursuivre les propos de mon collègue, le professeur Vincent Dussart, je crois que la fiscalité environnementale a une particularité assez rare, finalement, dans la fiscalité, c'est que c'est un impôt qui détruit l'assiette sur laquelle il est établi. Oui. Voilà. Donc, oui, pour l'instant, il y a des pollueurs, et c'est utilisé. La Catalogne, la Galice, l'Andalousie ont une fiscalité nucléaire, etc., une ressource fiscale environnementale. Mais on le souhaite d'ailleurs, les comportements que l'on souhaite éradiquer vont disparaître, et à ce moment-là, la base d'imposition aura disparu, donc il n'y aura plus de recettes. Donc, dans le court terme, oui, mais si on veut baser finalement la République sur un fondement plus pérenne et la démocratie locale, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure des voies. Voilà, je vous remercie. Merci. Peut-être je pourrais vous faire réagir, Monsieur Faure, sur la partie dépenses qui a été évoquée par votre collègue de droite. Est-ce que vous pensez que effectivement, l'objet de l'autonomie, c'est de disposer librement de ses dépenses, ou est-ce qu'on réinterroge aussi le panier de dépenses globales? Et justement, l'autonomie financière, c'est un mot général, vague, on y met un peu ce qu'on veut. On peut y mettre une autonomie de recettes, on peut y mettre une autonomie de dépenses, on peut y mettre les deux. Donc finalement, tout dépend de chaque État au moment de son histoire. Votre question, effectivement, me ramène à celle pour laquelle j'ai l'impression d'avoir surpris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en l'absence de fiscalité locale, de rupture du lien démocratique avec les citoyens. Parce que notre Constitution établit le lien démocratique avec l'État. Et tout simplement, et le Parlement qui fait la loi par les représentants du peuple. Article 34 de la Constitution, eh bien, c'est le Parlement qui établit l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature. Le lien fiscal, il est à l'État, par les représentants au niveau du Parlement. Par contre, au niveau local, ici, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen me paraît plus pertinent, selon lequel la société a le droit de rendre compte, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et parmi les agents publics, il y a les élus locaux, évidemment.
Donc, le lien politique avec les élus locaux, c'est plutôt de contrôler la dépense de l'argent public fait par les élus locaux, plutôt que le lien fiscal de la recette qui en fait, est lié à l'État. Il a fallu quand même une application assez souple de la Constitution pour créer le mécanisme de l'impôt local, direct, en tout cas. En plus, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est, dans notre pays, dans un système assez délétère. Délétère, pourquoi? Parce que la dépense est contrainte et la recette est libre. La dépense est contrainte, pour les collectivités locales, la dépense est contrainte par la loi qui fixe les dépenses que doivent faire les collectivités locales, notamment en matière sociale, en matière scolaire ou ailleurs. Et la recette est libre par un système fiscal où il suffit d'augmenter le taux de l'impôt pour augmenter ses recettes. Et donc on peut faire face aux dépenses, et finalement, c'est le citoyen qui est la variable d'ajustement des dysfonctionnements entre État et collectivités locales. Voilà pourquoi le système me paraît difficile. Je pense qu'il ne faut pas avoir de lien démocratique État-collectivité locale. Citoyen-collectivité locale. En plus, ça existe dans d'autres pays, les impôts locaux. Mais le problème est qu'en France, avec le millefeuille, il y a quand même 4 niveaux possibles de perception de l'impôt. On ne le voit pas, ça, ailleurs. En Allemagne, les communes ont des recettes fiscales. Les régions, les Länder, évidemment, oui, en tant que niveau politique. Les Kreis n'en ont pas, puisqu'elles perçoivent des prélèvements sur les communes. En France, il y a quand même 4 niveaux d'imposition, avec ce phénomène, effectivement, de manque de transparence, puisque ce sont pour les taxes foncières des superpositions de taux. Sur ce manque de transparence et effectivement de la complexité aujourd'hui de la façon dont les collectivités perçoivent leurs ressources, on est dans un maquis de compensation de beaucoup de dispositifs et qui entravent un peu la lisibilité. C'est peut-être là où, en tout cas dans les auditions qu'on a menées, il y a un vrai hiatus entre ce que les élus locaux ont l'impression de percevoir et ce que l'État a l'impression de donner, avec, vous l'avez dit, des ratios qui, sur le papier, sont corrects, mais quand on écoute les différentes associations d'élus, certains ont l'impression de vivre sous une contrainte de plus en plus compliquée. Et donc, est-ce que cette complexité, de ce maquis de dispositifs de ressources pour les collectivités n'est pas aujourd'hui devenu ce vrai problème de lisibilité de l'autonomie financière des collectivités? Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas le remettre à plat? La réponse est d'autres. C'est une des oui. questions qu'on se pose. Pardon, avec mon double regard, oui, en tant qu'élu local, mais aussi en tant qu'enseignant, quand on fait les cours de fiscalité locale, parce qu'on enseigne, il y a la fiscalité, il y a les principaux impôts, mais il y a aussi toutes les taxes indirectes, qui sont nombreuses. On a les 9 IFER, quand même. On a quand même réussi à remplacer la taxe professionnelle par 14 impôts, quand même, si on, dans une version restreinte. Voilà, c'est quand même assez phénoménal quand on regarde. Bon. Alors, difficulté, effectivement, il suffit de voir par exemple la liste que nous envoie la DGFiP en tant qu'élu local au mois d'août pour nous dire attention, il faudra voter avant le 30 septembre toutes les délibérations, si vous voulez, des exonérations dans telle et telle chose. En matière environnementale, notamment, par exemple, sur les dispositifs où on peut mettre facultativement, donc effectivement. Il y a aussi, à mon avis, il y a un domaine qui est assez sous-estimé, c'est aussi toute la fiscalité de l'urbanisme et de l'aménagement, parce que je travaille aussi beaucoup sur la fiscalité de l'aménagement, puisqu'on n'en parle jamais, mais je crois qu'aussi le démantèlement de la fiscalité de l'aménagement, puisqu'il ne reste plus finalement que la taxe d'aménagement, qui a d'ailleurs été entièrement fiscalisée, puisqu'elle a déménagé du code de l'urbanisme vers le code général des impôts tout à fait récemment. Bon, et là aussi, dimension environnementale qui pourrait être beaucoup plus évoluée là-dessus, effectivement, mais on a quand même supprimé là aussi un certain nombre de choses. Bon. Et puis, il y a toutes ces petites taxes qu'on garde. Alors, l'État en a éliminé, suit un certain nombre, puisqu'il en est, dont d'ailleurs celle sur la sous-densité, effectivement, parce qu'elle ne rapportait pas assez, elle était facultative. Bon, c'est vrai que c'est un maquis, effectivement, et avec des difficultés, je profite au passage,
par exemple, les États, notamment les fameux États 1259 qui nous donnent le montant des recettes fiscales, on l'a de plus en plus tard, c'est-à-dire au mois d'avril. Bon, avec des contraintes autres aussi. Par exemple, nous avons pris une petite punition parce qu'on vient de passer en zone urbaine, il faut 25% de logements sociaux, paf, 3 jours avant que je boucle le budget, 115 000 € à trouver dans le budget. Voilà. Donc, il y a aussi, et c'était pas comme ça il y a 14 ans quand j'ai commencé, enfin, mon premier mandat. Voilà, ça c'était un peu, je veux pas, là je ne parle pas en tant qu'universitaire, mais je le vois avec maintenant le regard universitaire, effectivement. Mais je le savais que c'était un maquis. Et bon, il y a toute la complexité des normes, effectivement. Mais je ne parle pas des dotations, évidemment. Et c'est un peu ce que vous évoquiez quand vous parliez d'une loi organique de partage entre l'État et la collectivité, de recettes dynamiques. Est-ce qu'il faut remettre tout le système à plat? C'est impossible actuellement dans une situation politique assez complexe. Oui, alors bon, dans l'instant présent, ça risque d'être très compliqué, effectivement. Mais voilà, on est là dans la construction pour un avenir pérenne. Donc, oui, peut-être un partage de fiscalité mieux défini, avec une loi organique qui précise les impôts locaux, peut-être des fourchettes d'augmentation aussi, parce que il faut bien voir que nous sommes confrontés au principe d'égalité aussi devant les charges publiques. L'article 13 de la déclaration nous impose, y compris aux collectivités locales, de ne pas rompre cette égalité. Et même, on a trouvé une subsistance antérieure à la décentralisation, une loi de finances rectificative, qui, à ma connaissance, est toujours en vigueur, qui interdit d'exonérer d'impôts locaux au nom du respect et qui demande, donc là c'est obsolète, au préfet d'annuler, disons, la délibération qui exonérerait les contribuables d'impôts. Et on a eu quelques ovnis, on appelle ça comme ça, dans le département des Bouches-du-Rhône. Bon, voilà, donc il faut revoir tout ça, il faut bien être clair, prévoir justement, à mon avis, des impôts qui... Alors, est-ce que justement les taxes transférées suite à la réforme de la taxe professionnelle ne pourront pas être rendues aux collectivités territoriales avec des pouvoirs de taux, mais ça pose des problèmes de concurrence si on pense à la TASCOM, la surface commerciale par exemple. Bon, les DMTO sont complètement cadrés, il n'y a plus de pouvoir, et puis en plus c'est très volatile, ça dépend du marché immobilier. La fiscalité environnementale, elle existe depuis longtemps. La TEOM, aujourd'hui, c'est une fiscalité environnementale parce que les services publics ont évolué. Donc ça doit être révisé. Et c'est peut-être faisable. Est-ce qu'il y a la volonté politique? Là, c'est une autre question qui ne dépend pas de mes ressorts universitaires, si j'ose dire. Et le deuxième problème que l'on peut régler aussi, à mon avis, c'est la DGF et toutes les dotations. Il y a eu la réforme de 2004, après, qui a été d'ampleur. Ensuite, on a supprimé. Il faut revoir tout ça. Mais il faut garder, je pense, une chose importante, la globalisation. Parce que la globalisation... ce qui consiste à voter, enfin à accorder des soutiens financiers globaux sans affectation particulière, si ce n'est en fonctionnement, en investissement, bon, c'est la liberté locale aussi. Si vous avez des subventions, et en équipement, c'est le cas. Aujourd'hui, on passe à des équipements sur dossier, des subventions sur dossier, donc avec un retour de l'opportunité en force. Ça, c'est aussi un phénomène de recentralisation. Voilà. Le chantier, à mon avis, est vaste. Monsieur Faure, vous vouliez compléter? Oui, pour compléter et puis reprendre peut-être le fil de mon propos que j'avais interrompu. Effectivement, l'autonomie financière des collectivités locales, elle pourrait s'établir très bien de la manière suivante: des recettes globales suffisantes et librement dépensées ou relativement librement dépensées. Comment on évalue des recettes suffisantes? Il y a une proposition, la décentralisation, je vais vous la soumettre, mais il y a une proposition du rapport Woerth qui, sur le modèle du corps pour les retraites, souhaitait installer une instance qui objectiverait avec tous les acteurs des collectivités et de l'État autour de la table pour objectiver les besoins d'investissement, de fonctionnement et de dépenses. Qu'est-ce que vous pensez d'une instance un peu de ce type-là qui pourrait réguler cette partie-là entre l'État et ses collectivités? Et je me demande s'il n'y avait pas, alors j'ai plus ça en tête, mais au moment des transferts de compétences, on n'avait pas créé une commission consultative de transfert des charges, etc. Donc voilà, je ne sais pas la réalité du travail qu'elle fait. Il y a aussi la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on a des contentieux entre collectivités locales et État pour financement insuffisant des charges transférées. Et on s'aperçoit que ce contentieux qu'on voit devant le Conseil constitutionnel ou devant le Conseil d'État
eh bien, est assez rude à l'égard de la cause des collectivités territoriales, il faut bien reconnaître. Le Conseil constitutionnel, lui, il fait la différence entre transfert de charges et extension de charges. Il pose l'obligation de compenser pour les transferts de charges, mais pas pour les extensions de charges et de compétences, à partir d'une compétence initiale. Donc, effectivement, c'est assez problématique. Et le Conseil d'État, sa jurisprudence s'accorde assez à celle du Conseil constitutionnel, voilà, estimant que c'est le coût historique de la compétence qui doit être donné à la collectivité territoriale, comme pour l'APA, s'il y a une augmentation du nombre de prestataires, une explosion du prix de l'APA, ben, il n'y a pas obligation après de l'État d'ajuster son transfert. Bon, il y avait bien une obligation aussi, pour ceux qui n'étaient pas compensés, de prendre une loi nouvelle de compensation, mais le Conseil constitutionnel ne peut sanctionner l'État que sur des lois qui existent, pas des lois qui ne sont pas faites. Il n'y a pas de contrôle des inconstitutionnalités par omission. Voilà, donc il y a aussi la jurisprudence qui pourrait évoluer sous l'action, en fait, du législateur ou du constituant, pour préciser ce que doit être une décentralisation à l'euro près. Ça, c'est plutôt... Pardon, vas-y. Oui, peut-être. Excusez-moi de vous avoir. Il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un 72.2 alinéa 5 qui pose un objectif de valeur constitutionnelle de péréquation et qui, en soi, alors on comprend très bien, je ne suis pas contre, évidemment, pour payer le FPIC, voilà, entre guillemets. Bon, je ne suis absolument pas opposé, mais c'est une atteinte à l'autonomie financière, mais qui a été validée. Mais elle est normale, d'accord, mais en soi. Donc là aussi, alors, la globalisation, oui, mais est-ce que ça ne va pas poser problème avec la péréquation? Évidemment, parce qu'il reste quand même des différences fondamentales et des énormes écarts de richesse entre certaines collectivités. Si on prend ne serait-ce que le bloc communal, c'est plus lissé peut-être, à mon avis, au niveau des grandes collectivités. Merci, messieurs. Moi, j'ai une question. Vous avez évoqué la taxe d'aménagement qui semble poser pas mal de problèmes à nos élus aujourd'hui, puisque sur notre territoire, on est régulièrement sollicité sur ce sujet depuis que c'est passé dans la budget. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de faire quelque chose? La renvoyer... Elle était déjà... Alors, pour rappel, donc, la taxe d'aménagement a été transférée il y a 2 ans. En réalité, comme je dis, elle a déménagé du Code général... Enfin, du Code de l'urbanisme vers le Code général des impôts. Elle était déjà recouvrée par la DGFiP. Maintenant, elle est entièrement fiscalisée, effectivement. Ce qui a posé problème, et d'ailleurs, l'intervention des assemblées a été fondamentale. C'était notamment le changement de date, enfin d'exigibilité de cette taxe qui posait problème, effectivement, puisque normalement, c'est la fin des travaux. Or, on s'est aperçu, et on a des pays qu'on a visités dans nos voyages universitaires, si je puis dire, où un immeuble qui n'est pas terminé permet de ne pas payer d'impôts. Voilà. Et donc, ça posait problème. Le législateur est intervenu, effectivement, pour faire en sorte que sur les gros projets, effectivement, il y ait une possibilité d'acompte, en quelque sorte, et qui, je pense, est un bon système. Alors, il y a aussi un problème, effectivement, on le voit, je vais remonter là de mes collègues aussi adjoints de ma communauté de communes, on a des problèmes effectivement sur le fait d'avoir décalé de gens qui arrivent à la fin de leurs travaux, arrivent le moment de payer, ils ne peuvent plus payer. Parce que la taxe est importante. Hein. Elle peut être variable, effectivement, mais même à un taux, j'allais dire normal, bon, si c'est 1%, 5% au maximum, parfois ça peut monter à 20% dans certaines zones. Et là, on se retrouve avec des citoyens, d'ailleurs, qui nous écrivent en nous disant « Est-ce que, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez me dispenser de la taxe ?» Non, on ne peut pas dispenser la taxe. Donc oui, effectivement, elle a un certain nombre de difficultés, et puis aussi un peu conjoncturelles, hein, puisqu'on a une baisse des taxes du fait du ralentissement de l'immobilier, de la difficulté des entreprises à avoir des prêts, donc baisse de la seule recette fiscale d'investissement. Puisque c'est la seule recette fiscale de la section d'investissement.
Donc là, effectivement, ça peut être, c'est un petit peu problématique. Revenir, je ne sais pas si la renvoyer au code de l'urbanisme ne changera à mon avis rien du tout, puisqu'après c'est de la technique fiscale en réalité. On l'a fiscalisé. La DDT, effectivement, enfin les directions départementales des territoires interviennent encore, malgré tout. Mais je pense que ça va être difficile de revenir en arrière en quelque sorte. Dans la faire évoluer peut-être pour plus de... peut-être plus de transparence, là aussi, d'obligation de transparence vis-à-vis de ceux qui la payent, et notamment des zones. Quand un maire choisit, par exemple, de passer une zone à un taux supérieur à 5%, il doit justifier, notamment pour le ZAN, dans le cas de la loi ZAN, etc. Peut-être là, on pourrait faire beaucoup mieux, effectivement, en termes de transparence, à mon avis. J'ai une question un peu plus générale, qui était une des deux premières questions du questionnaire, mais peut-être pour remettre un peu le sujet sur la valeur constitutionnelle de l'autonomie financière, en tout cas la protection constitutionnelle de l'autonomie financière. Aujourd'hui, on voit que, en tout cas, le Conseil constitutionnel n'a jamais statué pour dire qu'elle était attaquée ou entravée. Est-ce que vous pensez que, vu au contraire, la vision des élus qui gèrent les collectivités et qui sont plutôt de façon critique sur la façon dont l'État les traite, est-ce qu'il faudrait renforcer cette valeur constitutionnelle? Est-ce qu'il faudrait une réforme constitutionnelle pour mieux définir, même si vous l'avez dit, ça se mesure, ça ne se définit pas, mais est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, en réalité, la définir un peu mieux dans une réforme constitutionnelle, encore une fois dans un monde idéal où tout ceci pourrait passer? Bien, si vous me permettez, donc je vais essayer de répondre à cette question. Bon, déjà expliquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Pourquoi le Conseil est-il si discret finalement? C'est parce qu'il a refusé de donner une autonomie à l'autonomie financière. Bon. Donc l'autonomie est au service de la libre administration des collectivités territoriales. Donc par conséquent, toutes les atteintes que nous avons connues, même antérieures à la révision de 2003, réforme de la part régionale de la taxe d'habitation, etc., ont été examinés par le Conseil au seul regard de la libre administration des collectivités territoriales. Et donc, l'autonomie ne jouera que si la liberté d'administration se trouve entravée. Or, ce n'est pas le cas. Il y a donc une réserve que nous appelons en technique constitutionnelle de dénaturation. Pour l'instant, la libre administration n'est pas dénaturée. Donc, le Conseil exerce un contrôle minimal sur l'autonomie financière et ses conséquences quant à la libre administration. Donc, comment faire pour renforcer? Alors, pourquoi ce mécanisme? Pourquoi la libre administration n'est-elle pas atteinte? C'est parce que, en fait, les suppressions d'impôts sont compensées par des impôts d'État ou par des dotations. Donc, quantitativement, encore une fois, comme je disais au début, ça ne bouge pas. Donc, la libre administration n'est pas altérée. Donc, si on veut renforcer le mécanisme d'autonomie, il faut supprimer tout simplement de la loi organique. Alors, c'est plutôt à l'étage organique, cette notion de ressources fiscales, impositions de toute nature, disposant d'une part locale d'assiette, c'est-à-dire les impôts d'État, finalement, qui sont transférés et qui permettent d'augmenter artificiellement plus ou moins les ratios d'autonomie financière. Voilà. C'est un mécanisme qui est envisageable. Et à ce moment-là, effectivement, le Conseil... Alors, ça existait d'ailleurs auparavant. Le Conseil, avant la révision de 2003, avait quand même souligné, nonobstant l'atteinte ou l'entrave encore portée, c'était pour la part régionale, je crois, de la taxe d'habitation, nonobstant l'entrave encore portée à la libre administration. Donc, il avait mis en garde quand même le législateur, ce qui veut dire qu'il pourrait être enclin de faire. Mais ce n'est pas sa faute, si j'ose dire, parce que j'aimerais bien non plus accuser le Conseil constitutionnel de tous les maux, c'est trop facile. Le Conseil constitutionnel, il dit ce que la Constitution dit. Et la Constitution, elle renvoie à la loi. Donc, il faudrait peut-être aussi réfléchir à ce mécanisme dans les conditions et réserves posées par la loi. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas l'article 72.2-alinéa 1 qui dit qu'elles disposent librement de leurs recettes dans les conditions et réserves posées par la loi. C'est quoi ces conditions et réserves? Je vais vous dire très simplement. C'est le principe d'équilibre, rien que ça. Bon. Et puis le principe des dépenses obligatoires, ou interdites d'ailleurs, bon. Mais obligatoires surtout. Donc, finalement, elle dispose de ressources librement. Non, ça ne veut plus rien dire parce que la loi, finalement, les contraint. Voilà. Oui. Je voudrais prolonger le propos de mon collègue et montrer un peu
la lecture que j'ai pu faire des choses lorsque il s'est agi de regarder la réforme constitutionnelle de 2003 et la loi organique de 2004. Je trouve que la réforme constitutionnelle était bien rédigée, une part déterminante de ressources propres. Lorsqu'on lit les constitutions italiennes, espagnoles, on n'a pas plus de précision. Sur la part déterminante, pour vous, c'est satisfaisant quand c'est exprimé? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Le problème vient de la loi organique, plutôt. La loi organique du 29 juillet 2004 dit que le ratio de ressources propres doit être figé à ce qu'il était à l'année 2003, l'année précédente. Et en même temps, il faut donner de la TIPP aux départements pour financer leurs charges supplémentaires d'aide sociale. Mais alors, cette TIPP qu'on attribue aux départements fait mécaniquement chuter le ratio en dessous de ce qu'il était à 2003 et crée une inconstitutionnalité. Pour se tirer d'affaire, il a fallu cet amendement parlementaire qui définit, avec cette notion de part locale d'assiette, qui donne une définition de la ressource propre qui est tellement large qu'elle inclut des ressources affectées. Et donc, finalement, on a vidé la réforme de son venin. En quelque sorte, on a fabriqué un pétard mouillé. C'est-à-dire que le législateur a tué son œuvre en 2004. Voilà. Alors, pourquoi pas une nouvelle loi organique qui donne une autre définition de la notion de ressources propres. Et là, on arriverait à créer ce cliquet anti-retour qu'on avait voulu instituer en 2003. D'accord, merci. J'étais venu en 2007 au Sénat. La loi, on avait fait un bilan. C'est le professeur Bouvier qui avait fait un colloque sur ça, et avec vos collègues de l'époque. Je ne sais pas si vous y étiez déjà. Non, voilà. Et je m'appelle très bien, j'avais été intervenu sur ce thème-là. Et on avait dit, déjà, j'avais montré qu'il y avait une partie de la loi inapplicable, parce que ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, vous savez, les corrections a posteriori, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait les appliquer en réalité. On avait du mal d'ailleurs à ce que le premier rapport sur l'autonomie financière soit publié. Il a fallu 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ça a été très, très compliqué, semble-t-il. À un moment, il a disparu, ce rapport sur l'autonomie financière. Il n'était plus publié. Il a fallu que certains se lancent quasiment dans des procédures devant la CADA pour faire venir récupérer les documents sur l'autonomie financière. Bon, donc ça a été problème. Et puis, il y avait l'histoire de la volonté politique. Il y avait un événement à l'époque, je me rappelle, c'est en décembre 2004, Jacques Chirac, président, dit « Bon, maintenant, on va supprimer la taxe foncière sur la propriété non bâtie. » Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il avait eu cette idée. C'était phénoménal. On avait voté la loi FCT en juillet, et le président annonce, bon, ça ne s'est pas fait parce que les élus locaux, et notamment ruraux, puisque la TFNPB est quand même une ressource fondamentale, dit là, il ne faut peut-être pas exagérer, mais c'était tout dire. Et alors, je me rappelle, à la fin de ce fameux colloque, j'avais un peu développé tous les arguments de manière un peu plus technique, et un de vos collègues était venu me dire, effectivement, on s'est laissé embarquer. Il y a eu un mécanisme d'entraînement, parce qu'on a rappelé, Michel Mercier donne une définition très intéressante de l'autonomie financière. Il dit il y a un pilier budgétaire, il y a un pilier autonomie de gestion, il y a un pilier autonomie fiscale. Et si on avait suivi effectivement cette optique, mais alors puis là, quand on dit la part déterminante, bon, ça ne veut rien dire. Enfin, je dis à mes étudiants, qu'est-ce que ça veut dire déterminant? Alors, généralement, ils me regardent. Majoritaire? Ah non, c'est pas majoritaire. Très difficile à définir. Et là, on est arrivé à cette histoire de ratio. Je crois que le gouvernement cherche à faire des économies. Il y a peut-être des économies à faire de ce côté-là, parce que j'imagine qu'il y a des budgets pour calculer ces ratios, pour faire travailler. Il faut arrêter, il faut refaire, à mon avis, une organique. Pour aller dans le sens qui vient d'être dit et terminer ce que je disais tout à l'heure, c'est très intéressant d'expliquer aux étudiants comment, à partir d'une grande réforme, la réforme constitutionnelle de 2003, on a finalement orchestré des retours en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a moins de ressources fiscales qu'à l'époque où on s'était ému de l'allègement des impôts locaux dans la fin des années 90, c'est la période Jospin, et que le Conseil constitutionnel a emboîté le pas à cette dégradation de la situation. Regardez le contraste entre ces deux décisions du Conseil constitutionnel, ces deux rédactions. Contrôle de la loi de finances pour 1999, donc avant la réforme de 2003. Allègement de la taxe professionnelle. Bon, le Conseil dit que ça ne restreint pas les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration.
On comprend implicitement que les ressources fiscales et l'autonomie fiscale est un élément constitutif de la libre administration des collectivités locales. Après la réforme de 2003, je prends au hasard, contrôle de la loi de finances pour 2020, il ne résulte ni de l'article 72-2 de la Constitution, ni d'aucune autre disposition constitutionnelle, que les collectivités territoriales bénéficient d'une autonomie fiscale. C'est une régression, en dépit du saut qualitatif qu'aurait pu apporter une révision constitutionnelle. Et d'ailleurs, dans la décision sur la CVAE, il n'y a rien. C'est-à-dire, les parlementaires n'ont même pas saisi. Ils se sont dit, de toute façon, c'est où ça va finir. J'ai été surpris que la CVAE, il n'y ait pas, même si le Conseil aurait redonné son argument, mais non. Mais si je peux ajouter un point. La décision 500DC du Conseil constitutionnel sur la loi organique, donc relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, est déterminante. Le législateur organique avait recopié ni plus ni moins que les dispositions de l'article 72-2, alinéa 3, la part prépondérante. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Que dit le Conseil constitutionnel? Il dit que c'est dépourvu de portée normative. Et donc, en partant de l'idée de qualité de la loi, donc une loi qui doit être normative, qui doit être une prescription normative, donc c'est la première fois, et je crois la seule dans l'histoire de la Ve République, que le juge constitutionnel exerce indirectement un contrôle de constitutionnalité de la Constitution, puisque par les faits, la Constitution a été recopiée par le législateur organique. Et il dit, ça n'a pas de valeur juridique. Bon, donc c'est clair. Et heureusement que ça avait été déjà souligné, parce qu'il y a la loi de finances rectificative de 2003, donc juste avant, où l'article 72.2 est invoqué pour la première fois, je crois, dans une saisine parlementaire, et le Conseil ne répond pas, en attente d'une loi organique. Mais on sait pourquoi il n'a pas répondu à cette époque-là. C'est parce que ça n'a pas de portée juridique. Bon, et on a rajouté rapidement, par amendement, si mes souvenirs sont bons, en aucun cas, cette part ne doit atteindre un seuil inférieur à celui, et là, c'est normatif, c'est bon. Mais bon, voilà, la part prépondérante, ça n'a pas d'intérêt juridiquement. Juste un petit détail. Pour cliquer cette part déterminante, ça rappelle une loi de 83, je crois que c'est la loi du 7 janvier 83, un article disait au moins la moitié des ressources des collectivités territoriales, sont d'origine fiscale. Mais ça n'avait que la valeur d'une loi. Donc ce que fait une loi peut le défaire. Mais là, le réformateur s'était un peu plus engagé. Je voulais faire peut-être aussi cette observation, mais je parle sous le contrôle quand même de mes collègues qui connaissent beaucoup mieux ces questions-là que moi. C'est que si la situation fiscale des collectivités est dégradée, je trouve qu'au niveau des communes, elle ressemble assez à ce que l'on observe, notamment en Allemagne, en Italie ou en Espagne, où il y a des ressources essentielles qui viennent en fait des contributions foncières, de l'impôt sur l'activité économique. À côté de ça, on a une nébuleuse de petite fiscalité à petit rendement et des aides de l'État qui sont évidemment déterminantes. On a l'impression d'avoir un schéma européen commun, finalement, malgré une situation qui, chez nous, est très empirique et un peu dégradée. Je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que tu avais une question supplémentaire. Tout va bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci pour Merci. Merci à vous. Merci.